Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, l'objet de mon intervention, c'était de présenter l'application de la directive RED entre le 21 mai 2025, qui était la date limite de transposition de la directive RED 3, qui n'a pas été encore transposée en France, et la fin de la transposition de la RED 3, donc avec une période dérogatoire qu'on va prendre selon la clause dite du grand-père. Peut-être avant de commencer, saluer les efforts faits pour augmenter le nombre d'entreprises certifiées, et notamment des fournisseurs. Je pense que c'est le résultat du cadre intelligent qu'on a su construire entre les ministères et la filière pour avoir une extension progressive d'abord pour les installations de production d'énergie et ensuite pour les fournisseurs, ce qui permet aujourd'hui d'avoir quand même une filière qui est dans presque sa quasi-globalité selon les exigences de la RED 2. Mais du coup, il y a la RED 3 qui arrive, donc c'est pourquoi justement, donc le contexte peut-être c'est d'abord de dire que la RED 3 n'est pas encore transposée. Donc j'en parlerai peut-être à la fin de mon intervention parce que j'ai cru comprendre que c'était un sujet d'inquiétude où il pouvait y avoir des questions. Mais du coup, en attendant cette transposition, notre volonté, c'était d'avoir une période de transition qui puisse permettre de capitaliser sur les efforts d'extension progressive de la certification et éviter qu'il y ait un passage trop brusque à la RED 3, alors même que les principales définitions ne sont pas encore transposées en droit français. Du coup, ce qu'on va faire, c'est prendre une clause dite du grand-père, qui est une modalité prévue par la directive, et qui permet, le résumé, c'est que ça permet aux audits de continuer à vérifier le respect des critères de la RED 2, que ce soit les critères de durabilité et de gaz à effet de serre, pendant la durée de cette clause dérogatoire. Donc, en gros, pas de changement. Donc, ce qui veut dire que l'analyse de risque faible, du coup, qui a été coordonnée par le CIBE et acceptée par les ministères, est toujours valide, à la fois pour les preuves de durabilité qui circulent entre les fournisseurs et les installations de production d'énergie, et pour les déclarations qui sont fournies par les exploitants forestiers à la chaîne de traçabilité. Du coup, en termes de périmètre, la dérogation qu'on a voulu la plus large possible, elle va concerner tous les fournisseurs de la filière, que ce soit en biomasse forestière, mais aussi en résidus, par exemple en produits connexes de scierie. L'objectif, c'était d'éviter qu'il y ait un cadre juridique trop compliqué et que s'il y a une chaufferie, par exemple, qui brûle à la fois des connexes et du boiron, elle ait à se faire auditer RED 3 sur un morceau et RED 2 sur un morceau. On va dire que tout le monde fait du RED 2, ce sera plus simple pour tout le monde, je pense. Ensuite, la clause, elle concernera toutes les installations de production d'énergie, soit mises en service avant le 20 novembre 2023, soit ayant reçu une aide publique avant le 20 novembre 2023, c'est-à-dire ayant été officiellement lauréate. Donc ça, c'est la directive qui nous limite dans l'application de cette clause pour les installations qui ont reçu une aide publique avant le 20 novembre 2023. Toutefois, pour les installations les plus récentes, qui du coup théoriquement sont censées passer des audits selon la RED 3, en fait, a priori, comme dans la dérogation qu'on va prendre, tous les fournisseurs de bois énergie, ils pourront suivre encore la RED 2. Pour les preuves de durabilité qui vont dans ces chaufferies-là, ce sera toujours la RED 2 qui sera vérifiée en pratique. Il y aura peut-être quelques changements au niveau des schémas, mais j'ai discuté avec eux, a priori, il y aurait très peu d'évolution. Donc en pratique, la dérogation concernera en fait toute la filière. Peut-être un point de précision, parce que la question est revenue plusieurs fois quand j'ai échangé avec les auditeurs sur la question des imports et des exports. La clause grand-père, on peut la prendre qu'en France, on n'a pas forcément la main sur ce qui se fait ailleurs. Du coup, la clause grand-père, elle va s'appliquer à toute biomasse importée à partir du moment où elle arrive en France. Le premier opérateur qui utilise cette biomasse, il se fait auditer sur la RED 2. Et du coup, les preuves de durabilité RED 2 sont acceptées. Par contre, si la biomasse est exportée, un fournisseur français, il peut se faire auditer sur la RED 2 en France. Mais s'il veut exporter sa biomasse, il faut qu'il se renseigne sur le cadre juridique applicable dans le pays où il exporte. Et si c'est la RED 2 qui s'applique ou la RED 3 qui s'applique. Donc il y aura peut-être des impacts au niveau des installations situées en zone transfrontalière, mais ça pour le coup, on ne peut pas, nous en France, assumer de prendre une dérogation pour d'autres pays. Donc ensuite, au niveau du calendrier, notre objectif c'est que du coup la dérogation elle aura cours jusqu'à la transposition complète de la RED et qu'une analyse de risque soit publiée. Donc ce qui devrait en théorie arriver fin 2026. Ce qui nous fait une dérogation qui sera pour la biomasse consommée en 2025 et la biomasse consommée en 2026. Et donc une première déclaration de durabilité 100% RED 3, normalement, sur la biomasse consommée en 2027, donc début 2028. Donc ça, c'est l'objectif.
Après, bien sûr, si on prend du retard pour des circonstances politiques qui peuvent nous échapper, on adaptera en conséquence. Mais du coup, en théorie, la directive, elle nous autorise à faire une telle dérogation jusqu'à cette période, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, un autre point important qui nous est remonté dans pas mal de questions, c'est que toutes les dérogations qui étaient précédemment en vigueur, liées notamment à la reconnaissance tardive du schéma PEFC comme schéma volontaire reconnu par la Commission au titre de la directive RED, elles s'appliquent toujours. C'est-à-dire que selon ces dérogations, les fournisseurs de biomasse forestière ou de Connex, ils peuvent avoir jusqu'à maximum fin 2025 pour être certifiés au titre de PEFC s'ils font le choix de PEFC comme schéma volontaire. Et donc, c'est cohérent et il n'y aura pas d'exigence de preuve de durabilité si le fournisseur d'une chaufferie il est dans le cadre de cette dérogation-là. Autre point très important, je pense, pour tout le monde, c'est que la clause s'appliquera aussi au titre de l'ETS. Pour les installations ETS concernées par la RED comme pour les installations ETS non concernées par la RED. Et donc, il y aura possibilité de compter à zéro les émissions tant que la biomasse est soit RED 2, soit se situe dans le cadre d'une dérogation PEFC que je viens de mentionner. Ensuite, un point important, c'est que les systèmes volontaires ont été informés. J'ai déjà pu échanger avec PEFC et SBP. Normalement, il n'y a pas de souci pour la mise en œuvre. Les auditeurs aussi sont informés, tous les grands schémas certificateurs. Et donc, normalement, les auditrettes devraient pouvoir reprendre sur le terrain, parce que si j'ai bien compris, il y a quand même des difficultés sur le terrain avec des audits qui sont suspendus du fait du cadre juridique un peu flou. Donc, normalement, ça devrait pouvoir reprendre. Et ensuite, en termes de prochaines étapes et toutes les questions du rapportage, encore une fois, les slides peuvent faire un peu peur, mais la conclusion, c'est que normalement, rien ne devrait changer tant qu'il n'y a pas de transposition. Donc il y aura toujours une déclaration de durabilité début 2026, à faire comme selon les mêmes modalités que l'année précédente pour les chaufferies, avec un formulaire sur démarche simplifiée et un tableur Excel. On a quand même une volonté de simplifier. Donc par exemple, on ne devrait pas exiger la liste des fournisseurs comme on l'a fait l'année dernière. C'était pas une très bonne idée, je pense, et je m'en excuse. Et une autre simplification, c'est qu'il n'y aura pas besoin de déposer le tableur sur l'outil GREP pour les installations concernées par l'ETS. Donc on est encore en train de réfléchir en interne, mais l'idée c'est quand même d'avoir une déclaration plus simple cette année, du fait qu'a priori, à la fin de l'année, tous les fournisseurs devraient être normalement certifiés. Ensuite, autre point important, c'est qu'au niveau de l'ETS, du coup, comme je disais, la dérogation sera valide pour l'ETS aussi. Du coup, au niveau les vérificateurs ETS seront bien informés du fait que la clause grand-père s'applique et que du coup la RED 3 ne s'applique pas en France. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans le dialogue qu'il y a entre la chaufferie et le vérificateur ETS dans les mois de janvier-février, s'il y a des émissions de biomasse qui ont été comptabilisées à zéro, le vérificateur ETS il pourra demander des preuves de durabilité. S'il y a une dérogation PEFC, il en tiendra compte. S'il n'y a pas de preuve de durabilité parce que tous les fournisseurs étaient dans le cadre d'une dérogation, il en tiendra compte. Et s'il y a des preuves de durabilité, ce sera bien sûr des preuves de durabilité selon la RED 2, donc avec l'analyse de risque mentionnée, etc. Donc rien de RED 3 ne sera exigé. Encore une fois, c'est le message, je pense. Je mentionne aussi qu'il y a des travaux en cours au niveau de la DGEC pour un outil numérique. C'est encore des travaux très early stage, si je puis dire, mais un outil numérique qui devrait simplifier la transmission à la fois des preuves de durabilité entre fournisseurs et chaufferies et à l'administration. L'idée, c'est vraiment de faire un outil qui vous simplifie la vie et pas une couche en plus. C'est pourquoi je fais un appel à manifestation d'intérêt pour des volontaires, que ce soit des chaufferies ou des fournisseurs, qui voudraient participer aux travaux de manière engagée ou peu engagée. C'est libre, bien sûr, mais n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. La piste privilégiée pour l'instant, c'est a priori une intégration à l'outil Carbure qui existe déjà pour les biocarburants, mais de manière très simplifiée, parce que l'outil Carbure est quand même assez lourd pour le bois énergie. Donc. Et ensuite, du coup, en termes de calendrier toujours, les travaux sur l'analyse de risque, ils auront lieu après transposition complète de la directive, donc législative et réglementaire, et donc en coordination avec les systèmes volontaires. Et peut-être pour anticiper peut-être les questions, juste pour dire que la transposition a effectivement pris du retard. On a maintenant, pour la transposition de la RED 3, un vecteur législatif bien identifié, qui devrait être un projet de loi qui devrait être déposé au Parlement en octobre. Donc on a eu des premiers arbitrages en interministériel pour ce projet de loi. On a eu une première réunion avec diverses organisations de la filière, France Bois Forêt, la FNB, pour présenter ces premières orientations la semaine dernière. Normalement, lors du CSGDF de la fin de semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, on devrait pouvoir en dire plus.
sur les arbitrages à date et sur le contenu de ce projet de loi. Donc le message est que la concertation peut maintenant reprendre après une période de flottement. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour, Bruno Grange pour Bois Énergie France. Ce n'est pas une question, c'est un remerciement parce qu'effectivement la filière était bien dans l'embarras avec le flou juridique qu'on avait là. Et effectivement, ce que vous proposez, c'est pragmatique. Ça va nous permettre de poursuivre le travail qui était engagé. Et donc moi, je voulais vous remercier pour la qualité des échanges qu'on a pu avoir et d'arriver à trouver des solutions comme ça. Remerciements partagés pour tous les échanges qu'on a eus. Oui, donc bonjour Mathieu Petite, CBQ+. Bon, je rejoins Bruno complètement sur les remerciements pour tout le travail fait. Par rapport à ce que vous avez présenté, maintenant concrètement, juste resituer pour être au quotidien dans ces audits RAID et dans les renouvellements. La difficulté qu'on a pu avoir sur la planification des audits, elle n'est pas que liée au passage RAID 2, RAID 3, elle est liée à un autre sujet qui nous préoccupe quand même encore et toujours, et qui ne, c'est pas la clause Grand-Père qui va y répondre, c'est qu'on n'a pas vraiment eu d'auditeurs supplémentaires embauchés au niveau national pour nous suivre. Comme ce qu'on a dit, le nombre d'entreprises, là on a certifié en 1 an ce qu'on a fait en 10 ans dans PEFC. Aujourd'hui, voilà, il faut que, c'est juste pour vous le faire partager, on reste quand même dans une situation un peu tendue, ça tient à quelques auditeurs, sur quelques organismes. On espère qu'ils vont rester, qu'ils ne vont pas avoir trop la bougeotte, mais c'est que ça soit côté approvisionnement comme côté chaufferie en fait, parce qu'on s'appuie clairement sur 3 organismes de certification pour toute la filière. Donc c'est bien de juste dire ça, mais même si la clause va nous aider pour le passage RAID 2, RAID 3. L'autre sujet que je voulais partager, c'est que mine de rien, on est aujourd'hui tous avec des schémas volontaires, donc schémas privés, qui eux nous imposent leurs règles. Donc pour vous dire, aujourd'hui, nous, en fait, les preuves de durabilité qu'on met, on les met sous RAID 3. Ça a été la demande, même si c'est la demande claire de notre schéma Chour, qui est le schéma principal des approvisionneurs de bois forestier. C'est passé de manière, avec justement le fait, on a déjà anticipé la sortie de cette clause, donc on reste sur des contrôles RAID 2, mais on déclare RAID 3, puisque notre certificat est RAID 3 maintenant. Donc voilà, c'est un peu... Ça peut paraître peut-être bizarre pour certains, mais c'est juste pour dire que c'est très bien, ça va se rester. Par contre, là où... Alors, je ne pourrais pas participer, sauf si on décale la date de réunion, mais à l'outil Carbure, il faut bien voir que nous, en fait, ils nous imposent quand même leur propre outil. Et qu'aujourd'hui, on est en schéma volontaire. Et en fait, le fait d'avoir fait ce choix à l'époque, alors on peut peut-être un jour y revenir, mais le fait d'avoir fait ce choix fait qu'on c'est eux qui dictent notre règle d'épreuve de durabilité. Et on est déjà, nous, fournisseurs, il n'y a pas de RP, d'outils informatisés de partout. Hein. Ça n'empêche pas qu'on a une traçabilité ultra précise. C'est pas parce qu'on n'a pas de RP, mais donc c'est juste dire qu'on n'est pas là aujourd'hui, nous rajouter un outil pour redéclarer ce qu'on doit déjà déclarer annuellement via les outils de nos schémas. Il va falloir qu'on fasse vraiment très attention, parce qu'en plus de ça, et vous y êtes pour rien, mais il y a d'autres collègues de service qui nous ont rajouté des déclarations track déchets, des déclarations diverses et variées. C'est vrai qu'il faut vraiment qu'on y travaille, je suis preneur. On pourrait peut-être pas faire la première réunion, mais il faut qu'on fasse attention quand même de ne pas trop déclarer 2-3 fois la même information pour différents services, parce que je pense que ça peut nous complexifier la vie au quotidien. On n'a pas réussi à faire... C'était le souhait de l'ensemble des acteurs de la filière. Hein. Au moment où on avait poussé un petit peu dans ce sens-là, on avait essayé de faire en sorte que l'administration prenne en main le sujet globalement. Peut-être c'est le bon moment de le faire, là. Et ça simplifierait peut-être grandement les choses pour l'ensemble pour une grande partie des acteurs. C'est un demi-million de redevances, de royalties qu'on donne. Alors soit un schéma allemand, soit un schéma français, soit un schéma suisse. Mais ça ne nous aide pas. En tout cas, c'est juste de la redevance. Donc voilà. Aussi à mettre dans la balance quand même, mine de rien, c'est pas neutre.
Je suis désolé, c'est vrai que c'est mon quotidien. Alors, non, si, j'espère qu'il y en a d'autres qui ont des questions. Mais, juste sur l'analyse de risque, hormis le délai, bon, c'est vrai qu'on aurait aimé l'avoir quand même plus tôt. Concrètement, selon vous, c'est juste un délai administratif, mais globalement, il n'y a pas de gros enjeux, où il y a aussi, en plus du délai administratif, il faut qu'on anticipe le fait qu'il va falloir fortement argumenter certains paragraphes qui aujourd'hui d'entrée posent problème. Enfin voilà, je mets le sujet dedans, ça va y aller, l'analyse de risque niveau faible, comme a fait le Vietnam, où où il va falloir nous qu'on cravache en France pour prouver qu'on coupe correctement les forêts en France. Peut-être, nous, ce qui nous motive dans la transposition, c'est de sécuriser au maximum cette analyse de risque faible. Donc effectivement, j'ai vu que SBP, ils ont déjà sorti des analyses de risque pour certains pays. Effectivement, le Vietnam, c'est faible, mais j'ai pas regardé tous les détails. En fait, j'ai regardé celles qu'ils ont sorties pour le Danemark, et ça dépend des critères, quoi. J'ai vu, par exemple, pour le critère coupe rase, le Danemark, ils sont en risque fort. Alors pour le critère, je sais plus si c'est souche, ils sont en risque faible. Donc ils ont fait un truc assez précis, critère par critère. Nous, du coup, l'analyse de risque, elle ne serait pas réalisée par SBP, elle serait réalisée par toujours nous, comme ce qui a été fait pour la RED 2. Mais il faut quand même avoir en tête que SBP, Chour, etc., ils doivent valider notre analyse de risque. Ça a été relativement une formalité, si j'ai bien compris, je n'étais pas là, mais pour la RED 2. Mais SBP, je les ai eus avant-hier, ils m'ont quand même dit qu'ils allaient regarder quand même ce qu'on fait. Je pense que ce ne sera pas difficile de prouver qu'on est en risque faible, puisque l'objectif de notre transposition, c'est de sécuriser ce risque faible, mais il faudra quand même un peu justifier. Ce ne sera pas juste une lettre à la poste, je pense, mais à mon avis, les travaux pourront garantir qu'il y a un risque faible. Et c'est ce pour quoi on travaille justement aujourd'hui dans la transposition. Juste pour rappeler, effectivement, sur la première analyse de risque, alors c'était une lettre à la poste, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a quand même eu un gros travail derrière et une recherche d'informations pour justifier chacun des critères. Il y avait quand même l'obligation d'une enquête publique, donc ça a été fait. On a répondu collectivement avec les ministères et la filière à chacune des questions qui avaient été posées par les organisations non gouvernementales qui avaient contribué. Donc ça, c'était un gros travail. Collectif. On a regardé effectivement les analyses de risque, justement, effectivement, critère par critère, savoir si c'est un risque faible ou non. Et effectivement, c'est très hétérogène de SBP, très hétérogène d'un pays à l'autre. Mais par exemple, tu citais, Mathieu, le Vietnam. Sur les deux critères, si j'ai bien retenu, qui nous posent question en France, c'est les forêts subnaturelles, où là, il n'y a pas de définition, et le seuil de coupe rase ou de taux de rétention de bois mort. Donc, on a regardé spécifiquement ces deux critères-là. Et donc, le Vietnam dit qu'il a un risque faible, et la justification est relativement comme une lettre à la poste, en fait, on va dire, pour eux, pour le coup. C'était, voilà. Et ils l'ont, en fait, sur la partie forêt subnaturelle, ils définissent qu'effectivement, ils ont une réglementation qui tient compte de la biodiversité et que parmi eux, il y a des zones de haute biodiversité et que, du coup, ça intègre ce qu'on peut appeler une forêt subnaturelle et que, de fait, ils respectent les critères et donc le risque est faible. Voilà, donc, à vos côtés pour étudier tout ça et voir effectivement si, c'est ce qu'on avait proposé, si temporairement, en attendant que toutes les démarches, les identifications des forêts subnaturelles, c'est un travail collectif qu'on a avec vous, il n'y a pas effectivement une définition de forêt à haute valeur de biodiversité sur lequel le cadre existe déjà en attendant effectivement une évolution de la réglementation. Bonjour, Agnès Barbe, Saïka Piper. Je souhaiterais avoir des précisions sur le bois déchet et les installations qui consomment du bois déchet. Certaines installations et fournitures n'étaient pas obligées d'être RED 2. Qu'en sera-t-il concernant l'application de ce qu'on a compris sans période transitoire à partir du 21 mai sur la partie RED 3 et les exigences qui seront du coup demandées
sur le bilan des approvisionnements 2025. Du coup, j'imagine que c'est des installations qui étaient soit entre 7,5 MW et 20 MW. Pour ces installations-là, elles ne seront pas concernées par la RED jusqu'à ce qu'on ait transposé. Il n'y a pas de souci, et même la Commission a été claire là-dessus. L'extension, l'abaissement plutôt du seuil d'assujettissement à la directive pour la biomasse solide, ça dépend de la transposition dans les États membres. Donc si c'était ça la question, il n'y a pas de problème. Et pour les plus de 20 MW mis en service avant l'obligation de la RED 2 ? Du coup, s'ils consomment du bois déchet, ils rentrent dans la dérogation, vu que c'est valable aussi pour les résidus, et effectivement, je n'ai pas précisé, mais aussi déchets bois. Et du coup, via la clause grand-père, ils ne seront pas concernés, vu que les critères de la RED 2 s'appliquent encore. Oui, mais s'il n'y avait pas d'obligation... Et s'il n'y avait pas de critères, du coup, il n'y a rien. RED 2. Oui, voilà. Du coup, s'il n'y avait rien sous RED 2, il n'y a toujours rien dans le cadre de la clause grand-père. Mais je le préciserai bien dans la communication, du coup. Merci. Dominique Hélène, groupe Suez. Autant que je m'en souvienne, la DGEC avait produit une table reproduisant l'ordre de mérite d'usage des biomasses dans la RED 3. Et je voulais savoir comment cet ordre de mérite est traduit dans vos obligations, dans vos autorisations, dans votre démarche de certification. Alors du coup, la RED 3, elle introduit ce qu'on appelle le principe d'utilisation en cascade de la biomasse, donc c'est autre chose que les critères de durabilité, hein, c'est pas vérifié par des schémas volontaires ni par des certificateurs. Et ce principe, il est introduit de manière assez générale dans la directive, et il dit qu'il faut viser à ce que le bois et la biomasse ligneuse plus généralement soient utilisés préférentiellement pour des usages matières plutôt que pour des usages énergétiques, quand cet usage matière, c'est la valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée de cette biomasse. Du coup, les travaux de transposition à ce niveau-là, ils avancent également. L'approche qui, a priori, est envisagée, mais encore une fois, il y a encore des discussions interministérielles, ce serait de faire reposer le contrôle de ce principe par quelque chose qui existe déjà, qui sont les cellules régionales biomasse, qui interviennent en région sur les projets sollicitant une aide publique et qui du coup sont instruits. Les plans d'approvisionnement de ces projets font l'objet d'une instruction par les cellules régionales biomasse. Ce que vous mentionniez autrement, je pense que vous faisiez référence au merit order, donc à la hiérarchisation des usages de la biomasse qui est présente dans la PPE 3 qui a été mise en consultation. Cette hiérarchisation, elle est plus vaste, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les usages matières qui sont placés en haut, mais ensuite le but de ce merit order, c'est plutôt de faire une hiérarchisation des usages énergétiques entre eux, en trois grandes catégories, une catégorie prioritaire, une un peu moins prioritaire et une où il faut modérer. Les travaux sont dissociés de la RED 3, ils sont menés en parallèle, pour l'instant en interadministration, et on pourra bien sûr en discuter dans le cadre de la CTI bioéconomie notamment, dans le cadre du groupe de travail biomasse et transition qui doit normalement traiter de ce sujet, mais c'est un sujet dissocié de la transposition de la RED et qui concerne les usages énergétiques entre eux et pas vraiment les usages matières par rapport aux usages énergétiques. Question complémentaire, vous évoquez Dominique Plumaille, un cabinet CEDEN, vous évoquez en fait un avantage économique et environnemental. Comment est-ce que vous jugez la priorité entre l'économie et l'environnement? Je prends un exemple, les déchets de bois qu'on évoquait tout à l'heure. Alors certes, j'ai bien compris effectivement qu'ils échappaient aujourd'hui à RED 2, RED 3, mais il arrivera un jour sans doute où ces produits-là rentreront dans le scope. Comment est-ce qu'on juge cette priorité entre l'économie et l'environnement, en sachant qu'un certain nombre de déchets de bois comprennent des indésirables, je pense en particulier à des éléments traces métalliques qui se concentrent dans ces produits, et que l'usage matière, parfois même à des centaines, voire des centaines de kilomètres des lieux de production, est prise en considération par rapport notamment à une installation qui pourrait permettre une utilisation de proximité? Ça, c'est une question qui nous revient souvent et que les cellules régionales biomasse ont un peu du mal à traiter dans le cadre des instructions. Et beaucoup de cellules nous ont fait remonter justement cette question-là de est-ce qu'il vaut mieux privilégier un usage matière dans une région, je sais pas, en Occitanie plutôt qu'un usage, ou même au Luxembourg, voilà, plutôt qu'un usage énergétique localement. Ça, c'est une question qui
qui fait encore l'objet de discussion, et je pense que ça fera plutôt l'objet de discussion dans la préparation des textes réglementaires et pas vraiment législatifs. Dans le texte législatif, il y aura une transposition littérale du principe de cascade assez générale, et toutes ces questions des dérogations, de comment on priorise et sous quelles conditions justement économiques et environnementales, il y aura des concertations qui seront menées, et justement, je vous invite à y participer. On va reprendre les groupes de concertation à la rentrée, normalement après l'été, et justement, on compte sur les contributions de tous pour fixer des critères à peu près transparents qui puissent permettre de prioriser les bons critères. Oui, bonjour, Charlotte Thévenet, Albioma. Vous disiez avoir eu des échanges avec SBP. En l'occurrence, nous, on est un producteur d'énergie certifié SBP. Comment, en fait, se passe la communication entre la validation, en fait, l'adoption de la clause de grand-père et le schéma, et derrière l'organisme de certification? Parce que nous, en l'occurrence, on a eu notre audit en juin. Donc, voilà, c'était sous peu, dernièrement. Et en fait, on est quasiment déjà à travers du RED 3, en fait, Donc, et on a réussi à faire certifier une partie de biomasse aussi locale à La Réunion, en l'occurrence. Et les discussions, notamment avec l'ONF, ont aussi porté sur certains critères de RED 3. Du coup, en termes de process, moi j'ai envoyé un mail de manière très prosaïque à tous les schémas et tous les auditeurs. Donc normalement, tout le monde est informé. Après, c'est la responsabilité du schéma que d'informer précisément ces auditeurs sur quels standards ils doivent suivre, quels critères des documents techniques ils doivent suivre. Ce n'est pas nous qui allons rentrer dans ces détails-là. Mais du coup, côté DGEC, on va plutôt échanger avec les schémas, donc avec SBP, et c'est eux qui feront le relais avec les auditeurs normalement. Mais j'ai quand même eu un échange avec les auditeurs pour leur dire que ça allait arriver et donner les grandes lignes, quoi. Si c'était ça la question en termes de process. Mais du coup, SBP m'a dit qu'a priori, il pourrait rétro-pédaler et revenir sur du RED 2 sans trop de problèmes. Donc bon, l'effort n'est pas vain, je pense, ce sera utile pour le premier audit RED 3. Mais oui, la clause grand-père s'appliquera dans les DROM, mais du coup, en sachant que comme la clause grand-père s'applique dans les DROM, le décret dérogatoire pour les critères de durabilité dans les DROM s'appliquera encore. Un nouveau décret sera pris pour la RED 3, mais c'est pour plus tard. Non, juste une dernière question que j'avais là, c'est sur, je crois que vous avez prévu, vous avez déjà sorti une note d'impact, ou il n'y a pas un document d'impact ou autre par rapport à Rennes. La question là, alors on est un petit peu en retard, mais parce qu'on essaye de ne pas se tromper, il y a quand même un gros travail qu'on essaye de mener sur le coût. Hormis les royalties que je vous ai dit qu'on donne gratos, mais le coût interne entre le temps passé et tout ça, est-ce que vous pensez que ça, une fois qu'on espère le finaliser là après l'été, vu qu'on aura vu au réel les boîtes ce que ça coûte, est-ce que vous pensez que ça, vous pourrez l'intégrer dans votre document de manière à ce que ça donne une légitimité, ou nous dire comment faire en tout cas pour que vous puissiez l'intégrer? Alors ça dépend pas vraiment de moi, mais plutôt de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie qui cadre ce projet de loi. Mais si c'est pas possible de l'intégrer pour l'étude d'impact du projet de loi, ce sera de toute manière possible de l'intégrer pour l'étude d'impact des différents décrets. Et les décrets auront un impact économique sur la filière, vu que c'est eux qui vont transposer de manière plus précise la RED 3. Donc on pourra en discuter dans ce cadre-là de toute manière. Mais je ferai au mieux pour l'intégrer dans la fiche d'impact législative, mais ça dépend pas de moi. Mais si ce n'est pas le cas, au niveau des textes réglementaires, ce sera possible d'en discuter. Ouais. Et donc, dans le premier cas, si jamais c'est possible, le délai du coup, il faut que nous, il faut qu'on soit prêt quand? Parce que là, pour le coup, le plus tôt possible. Je ne peux pas trop donner de délai, mais en fait... On n'a pas le même délai que l'analyse de risque. Non. C'est raté. Non, mais parce qu'il faut que l'étude d'impact soit prête pour le passage en Conseil d'État, et qui devrait arriver normalement en septembre, mais il faut leur envoyer les documents un peu avant, il y a les périodes estivales, donc bon, c'est... Eh pour hier, allez. Oui, bonjour, Hervé Lorgne, Regasner France. Moi, je suis complètement à l'aval du test, puisque le bois énergie, on le consomme dans nos chaudières, mais est-ce que la directive RED 3 a comme objectif, comme finalité, de remplacer PEFC, ou est-ce que PEFC va être modifié de manière à ce qu'il inclue,
la directive RED 3. La question, ça rejoint un peu ce que disait Mathieu juste avant. Toute complexité administrative supplémentaire a un coût pour l'ensemble de la filière. Et je sais que vous avez beaucoup de mal avec ça dans les ministères, mais nous, sur le terrain, dans les entreprises, ça a des vrais impacts. Et voilà, c'est histoire que RED 3 ne soit pas juste une complexité administrative supplémentaire et que ça puisse être géré simplement. Merci. Au niveau de PEFC, ils ont été reconnus système volontaire pour la RED en fin d'année 2024. Donc maintenant, il y a 2 versions de PEFC, quoi. Il y a la version traditionnelle et il y a un ajout, si la chaufferie ou le fournisseur le souhaite, pour que ce soit aussi au titre de la RED 3. Donc maintenant, c'est possible de se faire certifier PEFC classique et d'ajouter en plus le volet RED. Donc ça, c'est bon. Et il y a, oui, j'imagine qu'il y a deux royalties, mais bon, ça c'est... Merci beaucoup.